Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle WB, winebusiness.club. Notre conférence du jour a pour thème 2035, quels sont les grands enjeux pour la mobilité? Alors, pour en débattre, pour en parler, comme chaque mois, 4 des plus grands experts mondiaux encore vivants et en pleine forme. Pierre Guignot, Patrick Martin, Jérôme Beyver, Vincent Baladi. Et nous retrouvons tout de suite Pierre Guignot pour nous parler de ce géant mondial, Honda. Merci Alain, merci à vous aussi d'être présent ce soir pour débattre de cet enjeu, de cette question qui me paraît être assez vitale, qui touche à notre liberté, qui est la mobilité. Juste en introduction, le 8 juin 2022, on le sait tous, 339 députés ont décidé au niveau européen de voter la fin de la vente des véhicules thermiques en 2035. Et en tant que Honda en France, on pensait que c'était assez légitime en tant que premier constructeur et premier motoriste au monde, donc de débattre de ce sujet. Soichiro Honda, à l'origine, quand il a créé l'entreprise, il a voulu créer Honda en disant que c'est une compagnie that society want to exist. Donc concrètement, c'était aussi répondre aux attentes des clients tout en respectant l'environnement. Et ça, c'était dans la philosophie même de l'entreprise dès le départ. Et donc aujourd'hui, on est au cœur de cette question et en tant qu'industriel, on essaie de répondre surtout à nos clients. Et c'est ça que j'aimerais débattre ce soir et je vous donnerai quelques éclairages de ce côté-là. Et je remercie énormément la présence de Patrick Martin, délégué président du MEDEF. Également donc Jérôme Beyver qui est le président de CNAVE, avec qui aussi on a initié, on en reparlera, des solutions de mobilité qui vont dans l'esprit de la liberté de pouvoir se déplacer, notamment au travers de nos concessions, mais ça va au-delà, bien sûr. Et enfin, Vincent Baladi, merci encore d'être là aussi ce soir, pour nous donner un éclairage en tant que conseiller de Paris aussi sur les enjeux de la mobilité dans le cadre urbain. Voilà, donc je pense que ça peut être en plus une interaction, une question-réponse. On est là bien évidemment, comme tu l'as dit, pour répondre. Donc encore un grand plaisir et très, très fier d'avoir initié ça avec toi ce soir. Honda, quand même, la réalité, un petit mot quand même sur la division automobile, ça représente quoi pour la France? Et est-ce que si demain, massivement, nos invités, nos adhérents veulent en acheter, il reste encore des véhicules ou c'est fini pour les prochaines années? Non, il reste des véhicules. Alors, pour la France, c'est la marque Honda, historiquement, on a toujours parlé de 0,5% du marché français. Donc, la part du marché français est, on va dire, pas du tout dans le mouvement d'une marque généraliste. En revanche, pour donner un éclairage peut-être un peu plus large, c'est 1% du marché européen, à peu près. Et au niveau mondial, c'est le 7e constructeur mondial, c'est 5,6 millions de véhicules vendus par an. Voilà, c'est à peu près pour donner quelques chiffres. Et voilà, et pionnier dans l'électrification avec la technologie hybride dont on pourra reparler. Et la mobilité au sein du groupe, c'est dans la génétique de l'entreprise, Pierre, depuis longtemps? Oui, d'autant plus que Honda, c'est pas uniquement la voiture, c'est aussi les deux roues pour ceux qui connaissent la moto. Donc la mobilité, il y a aussi eu beaucoup d'investissements dans la robotique. Soichiro Honda, en termes d'avance par la technologie, a essayé de développer tout ce qui était assistance à la mobilité humaine au travers de la robotique. Donc c'est effectivement dans l'ADN de l'entreprise et réellement au niveau des ingénieurs dans leur recherche quotidienne. Patrick, on dit un petit mot sur d'abord ton entreprise, également ce que tu fais au sein du MEDEF. Juste avant, donc merci d'être présent parmi nous, tu as répondu présent à notre invitation. C'est chaud en ce moment, entre les retraites, l'énergie, là, matin, midi et soir, non? Et l'assurance chômage. Et l'assurance chômage, et quoi. Les difficultés dans le recrutement. Non, c'est très chaud, mais enfin, on essaie de remplir notre rôle. C'est le MEDEF, c'est mon ami Geoffroy Roux de Bézieux, bien sûr, moi à ses côtés, et puis tous les élus, tous les permanents. On représente, je le rappelle, 190 000 entreprises qui emploient quasiment 10 millions de salariés. Donc c'est toutes les tailles d'entreprise, tous les secteurs d'activité, tous les territoires. Et je ne vous cache pas qu'en ce moment, on est très sollicité, avec en face de nous des interlocuteurs publics, parce qu'on est en France, donc le public décide de tout d'une certaine manière, qui sont eux-mêmes un petit peu en déshérence, un peu démunis, je dirais, face à certaines situations. Donc oui, effectivement, on s'occupe. Quelques sujets en ce moment, en tout cas c'est bien que tu passes du temps. Un mot sur l'ETI que tu présides, c'est une entreprise familiale ou pas, Patrick? Entreprise intégralement familiale, dont assez curieusement, après bientôt 200 ans d'histoire, pas moi, 200 ans, l'entreprise. Je suis l'actionnaire majoritaire, une entreprise
qui intervient surtout dans la distribution B2B à destination de l'industrie, à destination du bâtiment, et qui développe dorénavant 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 3000 salariés. Et puis une activité que j'ai oublié de mentionner également dans la fabrication de gros biens d'équipement, singulièrement pour les industries pétrolières et gazières, dont on parle, je crois, un petit peu en ce moment, dont on se détournait avant de redécouvrir qu'elles étaient indispensables. Voilà, c'est politiquement incorrect ce que je dis. C'est trop bien. Voilà, donc entrepreneur passionné, mais je passe, c'est vrai de Geoffroy aussi, je passe 90% de mon temps au MEDEF, pour le MEDEF. Bénévolement, ça va sans dire. Ouais, et tu es un bon dirigeant, quand même, bon directeur général pour faire tourner la boutique quand tu n'es pas là, Patrick? Excellent, il m'arrive un truc absolument vexant. Depuis 4 ans que j'occupe ces fonctions de président délégué du MEDEF. Ça marche mieux? Mon entreprise n'a jamais aussi bien marché. Enfin, je m'en accommode. Voilà. Non, notre chiffre d'affaires a doublé en 4 ans. Évidemment, je m'interdis de mélanger les genres. Ça n'a rien à voir avec mon engagement au MEDEF. Si, peut-être parce que je m'occupe moins de mon entreprise. Patrick, on parle un peu de mobilité. Quelle est ta vision des choses d'un point de vue macro, peut-être micro après? Oui, je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder de manière un peu stratégique, même si, comme en toute chose, immanquablement, on arrive ensuite à des considérations plus tactiques, plus opérationnelles. Donc c'est un enjeu absolument central. Nous, on est convaincus au MEDEF, ça n'a pas toujours été le cas, qu'il faut s'inscrire dans la trajectoire de décarbonation de nos économies. C'est important le nos, pas de notre économie, parce que ne soyons pas les idiots utiles du verdissement de la planète. Ça serait quand même bien que nos voisins, nos concurrents, s'inscrivent dans la même trajectoire. Donc le Fit for 55, le Green Deal européen, on est absolument convaincus que pour toutes sortes de raisons, et singulièrement par égard, je dirais, par nos descendants, on ne peut pas faire autrement. Dans cette affaire, le transport, d'une manière générale, est évidemment un enjeu important, comme le bâtiment. Enfin, 30% des émissions de gaz à effet de serre, immanquablement, c'est un sujet dont on doit s'occuper prioritairement. J'insiste, le transport d'une manière générale, ça inclut le transport aérien, ferroviaire, maritime, j'en passe et des meilleurs, ça inclut les jets, bien sûr, puisque le sujet des jets est au centre de la stratégie de décarbonation de l'humanité. Pardon pour cette mauvaise blague. Et donc le transport terrestre, poids lourd, véhicules légers, est évidemment central. La vraie difficulté, c'est que des décisions assez brutales ont été prises au niveau européen, retranscrites au niveau français, sans que véritablement, et ça arrive assez souvent malheureusement, on se soit livré, les pouvoirs publics se soient livrés à des études d'impact, qu'elles soient économiques, sociales et même environnementales, à vrai dire, suffisamment poussées. Donc dans la précipitation, on doit remettre à plat un modèle qui fonde une bonne partie de nos existences personnelles, nos existences professionnelles, si on peut parler ainsi. Je cite juste un chiffre. Il y a en l'état 78% des salariés français qui quotidiennement utilisent un véhicule personnel. Alors certains parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est d'ailleurs la majorité d'entre eux, et puis d'autres parce qu'ils considèrent que les transports en commun n'apportent pas suffisamment de qualité de service ou de fréquence, et toutes sortes de choses comme ça. Donc on touche véritablement, de ce point de vue, à une donnée très sensible, on touche à une industrie qui est évidemment extrêmement importante, et d'ores et déjà, moi je le vois dans l'exercice de mes fonctions MEDEF, mais également parce que l'automobile d'une manière générale, constructeurs, équipementiers de divers rangs, mais également distributeurs, sont des clients importants pour mon entreprise. Il y a des remises en cause existentielles d'un certain nombre de filières, avec des enjeux y compris territoriaux qui sont importants. Et puis enfin, il y a des enjeux très importants auxquels on n'est pas véritablement prêt dans le cadre de l'électrification, parce qu'à la fin, c'est bien ça l'enjeu dont on parle, de l'électrification des véhicules comme de beaucoup d'autres usages. On le voit actuellement, on a des difficultés, souhaitons-les temporaires, de production d'électricité, et d'ailleurs de coûts de production, et voire de disponibilité de l'électricité comme d'autres énergies. Mais si on parle des infrastructures, de la même manière, si je ne me trompe pas, en fin d'année 2021, la France devait être dotée de 100 000 bornes électriques. En réalité, on était à 50 ou 52 000. Et donc, on voit que l'intendance ne suit pas, si vous me permettez. Or, la décarbonation de l'économie, singulièrement à travers le transport, à travers le logement, c'est une augmentation très rapide de 50% de la consommation d'électricité dans nos pays et dans d'autres pays. Donc voilà, il y a une équation extrêmement complexe. Mon propos n'est pas du tout de dire qu'il ne faut pas aller dans ce sens. À nouveau, l'électrification est très certainement un vecteur essentiel de décarbonation. Mais comme en toute chose, il faut qu'on se donne les moyens de nos ambitions. Donc on est très présent sur ces sujets-là. On essaie de challenger les pouvoirs publics, singulièrement, je le redis, au niveau de la Commission européenne. Et je finis là-dessus.
Je ne vous apprends probablement rien. Il y a différentes écoles au sein de la Commission, au sein du Parlement européen. Il y a des décideurs extrêmement résolus, et si je peux me permettre, pour certains d'entre eux, assez dogmatiques, qui d'ailleurs n'excluent pas qu'on se mette dans une trajectoire de décroissance. Ils ne le disent pas tel quel, mais c'est ainsi. Et puis d'autres qui sont plus pragmatiques et qui mesurent bien à quel point, sur le plan des usages personnels, sur le plan de nos économies, ce rythme extrêmement soutenu de décarbonation, et pour ce qui concerne le sujet de ce soir, de passage aux véhicules électriques, va avoir des effets de bord qu'il nous faut maîtriser et qui, à ce jour, ne le sont pas complètement. Merci Patrick. Vincent, un mot sur ton parcours. Tu es très proche de Jeanne Autxerre, notre formidable maire du 8e arrondissement. Tu es conseiller de Paris, en charge de l'attractivité, de l'économie également, c'est ça? C'est ça exactement, de l'attractivité économique. Effectivement, les enjeux de mobilité, moi ça me concerne et c'est un des sujets qui est le plus passionnant. Donc je rejoins ce qui a été dit précédemment. Alors déjà, savez-vous quel est le principal mode de mobilité en Île-de-France? En fait, on ne s'en rend pas compte, mais... À Paris ou en Île-de-France? En Île-de-France. En Île-de-France. Selon vous? Le premier mode de mobilité, le premier? C'est la marche. La marche. Non, mais en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, 40% des mobilités, c'est la marche. Et la voiture vient en deuxième. On parle beaucoup de vélo en ce moment. C'était à 2%, ça passe à 3% de mobilité, donc du total des déplacements. Donc les chiffres, c'est 41 millions de déplacements rien qu'en Île-de-France. On est à 17 millions pour la marche, à peu près 15 millions pour la voiture. Je parle sous le contrôle de Pierre. Et transport collectif représente quand même 20% en Île-de-France, beaucoup moins ailleurs d'ailleurs. Et le vélo, voilà, ça représente quasiment rien. Il faut le développer, on est tous d'accord, et on va voir comment demain on peut développer, sachant que dans cette part du vélo, il y a aussi des vélos qui utilisent, sur les 880 000 personnes qui utilisent le vélo, il y en a 90 000 qui utilisent les transports en commun à vélo aussi. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Donc il y a d'un côté le développement économique, et moi j'échangeais d'ailleurs à l'université d'été, enfin la REF du MEDEF, n'est-ce pas Patrick Martin, et j'étais dans un salon donc mobilité, et il me disait oui, mais le développement économique c'est les voies romaines, donc c'est d'avoir plus de voies, plus de circulation, plus d'échanges en fait, de commerce. On est tous d'accord, donc il y a d'un côté ça, d'un autre côté les enjeux climatiques qui nous touchent tous. On l'a vu aussi cet été, le réchauffement climatique. Il faut à la fois avoir un développement économique, mais aussi essayer au mieux de protéger l'environnement, notre environnement. Alors moi, je ne suis pas dans la majorité d'Anne Hidalgo, je suis dans l'opposition avec Rachida Dati, voilà. Mais c'est quand même un sujet aujourd'hui. On voit qu'il y a des incendies là où il n'y en avait pas avant. C'est en train de se développer. Demain, il y a des zones qui peut-être ne seront plus habitables, notamment en bord de mer. Enfin, c'est en train d'évoluer. J'étais à une conférence de Carbone 4 avec Jean-Marc Jancovici. Je peux vous dire qu'il y a quand même des grands changements. Alors, je ne suis pas pour la décroissance, rassurez-vous, mais je pense que le progrès technologique, l'intelligence artificielle pourra nous permettre demain d'avoir des modes de mobilité, je dirais, intelligents. Mais je vous rejoins totalement, il faut une obligation de résultat dans les transports. Donc on ne peut pas se permettre, par exemple, d'avoir 20 minutes, une demi-heure de retard sur un trajet domicile-travail, surtout que derrière, aujourd'hui, quand on va au travail, c'est que vraiment il y a un besoin, parce que sinon, on est en télétravail. Enfin, je parle du tertiaire principalement, qui représente le gros des emplois en France. Donc voilà, donc nous, notre réflexion, en tout cas moi, ma réflexion, y compris dans notre groupe, c'est vraiment avoir la mobilité, avoir des moyens de transport au bon moment. Donc utiliser sa voiture au bon moment, être pas forcément aussi, et je pense qu'on l'a tous compris, seul dans son véhicule. Sur les chiffres, il n'y a que 3,5 millions de passagers sur les 15 millions de transports. Donc je pense qu'on peut aussi mieux faire par rapport à ça. Alors après, il faut aussi améliorer les infrastructures de transport. Et il faut réfléchir aussi à des modes d'hybridation, donc de la société. Ça veut dire par exemple une cantine d'école plutôt en province peut devenir une brasserie. Une bibliothèque peut avoir aussi une autre activité. Parce que derrière, c'est de la consommation énergétique. On peut améliorer aussi, je pense,
tous les bâtiments qui existent. Une gare peut aussi abriter une exposition ou un musée. Il n'y a pas besoin de chauffer une salle. Enfin, on peut améliorer, on peut tous s'améliorer. Et pour revenir sur le transport, je pense qu'il y a vraiment une réflexion. Et moi, j'ai fait des vœux concrets au Conseil de Paris. Alors, on en parle beaucoup moins que les débats intéressants et très houleux, et notamment les prises de position, par exemple, d'Alice Coffin et des autres conseillères de Paris, très, très, très polémiques. Mais j'ai fait une proposition concrète sur les déposes minutes. Parce que je pense que demain à Paris, ce qui sera très important, c'est d'avoir des déposes minutes de livreurs pour les colis, pour pouvoir transporter des enfants en bas âge, des personnes à mobilité réduite. C'est ça l'enjeu de demain. C'est plus forcément avoir du stationnement H24, mais du stationnement aussi et beaucoup plus de déposes minutes, comme on voit par exemple près des gares. Patrick, avant de passer la parole à Pierre, ton sentiment sur le télétravail, c'est bien, c'est une bonne chose, ça a des limites, il faut tout arrêter? Si tu me permets, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a tous été victimes de formes d'emballement collectif. Souvenons-nous qu'il n'y a pas 2 ans, on parlait du monde d'après, le Big Bang. On parle de la grande démission, alors que tous les chiffres démontrent qu'en France, il n'y a pas de grande démission. On a un taux d'emploi qui n'a jamais été atteint depuis 30 ans. Mais ça recouvre d'autres réalités. Sur le télétravail, de la même manière, il y a eu de bonne foi, d'ailleurs, y compris dans nos rangs, y compris au MEDEF, une forme d'emballement en disant c'est la solution à tout. Après, il y a eu des revirements, singulièrement de la part des syndicats qui se désolent de ne pas avoir sous la main à qui distribuer des tracts. Bon, et qui nous demandent avec... C'est bien pour le bilan carbone, c'est bien. Qui nous demandent avec véhémence les adresses mail de nos collaborateurs, ce qu'on ne leur donne pas pour des raisons de protection de la vie privée. Bien. Non, le télétravail était une bonne réponse à la fois sur le plan environnemental, en termes de qualité de vie au travail pour qui peut l'exercer, et puis pour les entreprises elles-mêmes, même si ça les conduit à revoir un certain nombre d'organisations. Après, je nuance un petit peu ce que vous avez dit. Assimiler les métiers de service à des postes télétravaillables, c'est un peu hâtif, si je peux me permettre. En réalité, y compris dans les métiers de service, il y a assez peu de postes télétravaillables. Par exemple, dans le commerce, dans l'aide à la personne, dans le transport, qui est un service par excellence, le transport collectif ou le transport de marchandises. En réalité, il y a assez peu de postes réellement télétravaillables. Donc nous, on regarde ça d'assez près avec une préoccupation permanente sur ce sujet, comme en toute chose, qui est autant que possible d'échapper aux obligations. On se souvient que quand le gouvernement, pour des raisons qu'on peut comprendre, sanitaires, avait imposé 3 jours de télétravail, sans d'ailleurs support juridique, ça a quand même créé pas mal de difficultés. Et je finis là-dessus, il y a beaucoup de... Le télétravail n'est pas la même chose selon la qualité de vie qu'ont les uns ou les autres. Et on a beaucoup de salariés qui ont été obligatoirement en télétravail à certaines époques pour des raisons sanitaires, je le redis, mais dans des conditions d'hébergement, de calme, même de confort, qui étaient profondément insatisfaisantes. Ceux-là ont été contents de revenir à leur poste, outre le fait que l'entreprise se fonde quand même sur un collectif. Voilà, donc on a une position nuancée, certainement pas opposée au télétravail, mais il faut le mettre en œuvre de manière concertée et au cas par cas. Pierre, on parle un peu de data et puis de véhicules d'occasion versus neuf. Oui, c'est très intéressant et j'écoutais Patrick notamment sur cette histoire de effectivement, trajectoire dont on parlait avec éventuellement effectivement, des débats sur la décroissance. En tant que constructeur et à l'origine de la fabrication d'une voiture, on s'intéresse beaucoup en fait, aux données clients. Et je trouvais que c'était intéressant ce soir aussi de revenir aussi sur le cœur du sujet qui est le client final, qui est donc l'acheteur, que ce soit une entreprise d'ailleurs ou un particulier. Mais on a un parc aujourd'hui, on parle d'écologie et nous on y est très sensible en tant que développeur de technologies alternatives du type hybride ou 100% électrique, mais on a un parc vieillissant, on a un parc de 15 millions de véhicules sur le marché français qui ne fait que vieillir, et le parc d'ailleurs a pris 1 ou 2 ans dans les dernières années, et l'acheteur, et ça c'est des études Kantar qui nous le démontrent, aujourd'hui, on est passé sur un âge moyen qui frôle les 9-10 ans en détention d'un véhicule. Et aujourd'hui, 97% des acheteurs véhicules neufs font cet acte d'achat pour renouveler leur véhicule qui est tout d'un coup trop vieux. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas achat seconde voiture, troisième voiture. On n'en est pas du tout dans cette considération. Ça, c'est une partie vraiment infime du marché français. Et ce qui est très inquiétant dans les observations comportement des acheteurs, c'est que la décision d'achat se rallonge. Donc, on était à 10 mois, on passe à 11 mois.
Et si on rajoute à ça une sorte d'incompréhension de la direction, et ça va avec le thème de ce soir, c'est-à-dire que quand on regarde les études, 30% des intentionnistes se disent très intéressés par le 100% électrique, 8% à l'arrivée l'achètent vraiment. Et si on regarde la même data sur les acheteurs de véhicules essence, qui partent au départ en se disant non mais moi je veux acheter un véhicule essence, à la fin, l'intégralité de ce groupe se retrouve dans l'achat final. Donc il n'y a pas de déperdition. Ce qui prouve bien, et nous c'est ce qu'on observe en tant que constructeur, qu'il y a tout un effort d'éducation, et d'ailleurs je salue la présence ce soir aussi du président du groupement des concessionnaires chez Honda, qui est là et qui fait un travail au quotidien avec ses équipes aussi, d'informer le consommateur, et que ce soit une entreprise ou un particulier, d'essayer d'expliquer quelles sont les solutions possibles aujourd'hui pour arriver à cet horizon 2035, tout en ne renonçant pas donc à l'achat du véhicule. Parce que là aussi, je viens sur le cœur du sujet qui est le pouvoir d'achat. On peut en débattre. Je ne vais pas vous parler d'inflation ce soir, mais vous avez tous noté que le prix des voitures ne fait qu'augmenter pour deux raisons. Un, parce que le prix des matières premières augmente, et aussi parce qu'avec cette trajectoire, qui a d'ailleurs un cadre très fermé au niveau européen, mais de toute façon qui est un cadre général au sens où c'est une direction mondiale, cette volonté d'aller vers la décarbonation, aujourd'hui c'est un coût, et le coût c'est principalement les batteries. Donc aujourd'hui chez Honda, je ne vais pas vous faire, et ce n'était pas le but quand on a parlé avec Alain, je ne vais pas vous faire le vendeur de base pour vous expliquer le catalogue de la gamme, mais en résumé, aujourd'hui chez Honda, sur 6 véhicules présents sur le marché français, il y en a un qui est 100% électrique, les 5 autres sont hybrides. Et j'insiste sur cette technologie hybride parce que chez Honda, comme d'ailleurs je peux le citer, Toyota, on a démarré en même temps. Donc il y en a un, et ça ne va pas aller dans mon sens, mais qui est plus connu que l'autre sur le marché français, aussi parce qu'il fabrique, je peux en parler d'une manière ouverte, tout simplement sur le territoire, à Valenciennes. Mais la technologie hybride chez Honda, c'est un moteur 100% électrique qui fait avancer la voiture, et le moteur thermique est là en tant que générateur, c'est-à-dire il génère du courant pour faire avancer la voiture, tout simplement. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que clairement, ça permet aujourd'hui à une marque comme Honda de répondre aux besoins de cette direction avec un prix abordable. Quand je dis le prix abordable, on parle sur un segment de citadine, Jazz, des véhicules aux alentours des 20 000 €, même un segment C avec la Civic qu'on vient de lancer à partir de 30 000 €. Donc ce n'est pas une technologie complètement entre guillemets déconnectée du pouvoir d'achat d'un acheteur véhicule neuf qui, je le rappelle, à 56 ans en moyenne sur le marché français, l'acheteur du véhicule neuf. Et donc, c'est de ça dont on parle. Alors, je ne parle même pas des entreprises, ce sera un sujet extrêmement intéressant, parce que alors là, carrément, en plus de cette trajectoire, ils sont aussi contraints par des pressions fiscales extrêmement fortes. Je rappelle quand même, j'aime beaucoup faire ce genre de parallèle, un peu des petites touches comme vous avez pu le faire, mais moi, j'ai démarré chez Honda il y a 15 ans. Alors, on vendait des véhicules hybrides, la Jazz hybride à l'époque. Quand j'étais sur le terrain, j'allais voir mes concessionnaires et puis des entreprises. Ils me disaient « Oui, mais Pierre, tu comprends, je ne peux pas t'acheter ta Jazz hybride. » Donc, je vous parle de ça il y a une dizaine d'années, parce que j'ai la récupération de TVA sur mes moteurs diesel. Jusqu'à 80% quand même, il faut le savoir. Je dis « Ouais, mais c'est dommage parce que la technologie hybride, c'est quand même... et c'était toujours à l'époque ce fameux moteur électrique, alors qui était couplé à un moteur thermique. Depuis, on a évolué, mais c'était le même point de départ. Baisser les émissions de CO2, baisser les consommations avec un moteur essence. Et je disais, mais c'est pas possible. On faisait des salons, on faisait Ever, on rencontrait des politiques à l'époque. Je disais, mais comment c'est possible qu'en entreprise, on récupère 80% de la TVA sur le diesel et que nous, en tant que motoristes, on propose des solutions qui sont bonnes pour l'environnement, mais qui ne sont absolument pas plébiscitées. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, tout ça a disparu. Et c'est l'inverse, et c'est là où je veux en venir. Il y a une pression fiscale extrêmement forte au travers du CO2 en entreprise. Et la rotation, et c'était la dernière data que je voulais vous donner, la rotation de parc en entreprise aujourd'hui en France frôle les 40 mois, enfin juste en dessous des 40 mois, avec une accélération à cause du système locatif. Voilà, et donc en conclusion, ce qu'on essaye de faire avec toutes les équipes de chez Honda France, c'est de plébisciter en fait cet échange, c'est-à-dire le fait de dire à des gens venez chez Honda, et on a appelé ça d'ailleurs e-change, c'est affiché sur notre site, c'est-à-dire vous mettez votre numéro de plaque d'immatriculation, on vous donne la valeur de votre véhicule d'occasion et on vous dit maintenant allez en concession,
acheter un véhicule électrifié de la gamme Honda, bien évidemment, et d'aider à cette transition. Et on a développé avec ça, et nos partenaires qui sont dans la salle ce soir, BNP, des outils agiles, c'est-à-dire libres, de certaines libertés, c'est-à-dire par exemple des formules de location pour les particuliers et les entreprises où on peut se désengager du contrat à tout moment, donc pas avoir cette sensation d'être pris en engrenage, et surtout de changer, c'est-à-dire comme la technologie évolue, de changer de véhicule quand on le souhaite. Et avec Nave, donc Jérôme qui est avec nous ce soir, on a développé aussi, grâce à leur solution 100% digitalisée, cette mobilité, c'est-à-dire la capacité d'allouer un véhicule en concession Honda, électrifié toujours, donc hybride ou 100% électrique, comme on le souhaite. Et donc, on a vraiment, et je le disais en introduction, et je finirai par cette phrase, dans l'ADN de la marque Honda, Soichiro Honda a toujours voulu répondre aux besoins, du client, et encore une fois, dans le respect aussi de la planète. Et c'est ce sentiment, en fait, de ne pas avoir l'impression de faire une fausse promesse à nos clients finaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a une fidélité à la marque, pour ceux qui connaissent la marque, assez forte, parce qu'il y a ce retour aussi à des valeurs de fiabilité, de longévité. Et donc, nous, on plébiscite plutôt la mise en parc de ces technologies. Et je finirai avec un dernier chiffre. Dans ces 15 millions de véhicules qui roulent, si je vous donnais la part de diesel aujourd'hui qui circulent en critères 1, 2, qui sont donc exclus bientôt, ça on pourrait parler avec Vincent, donc de grandes villes et pas que de Paris, parce que les ZFE, c'est un vrai sujet que les Français ignorent, mais quand ils recevront l'amende dans la boîte aux lettres parce qu'ils ont un critère 1, 2 ou 3, si ça, c'est pas de l'exclusion. Donc combien de pourcentage ? Il y a des datas qui circulent. Alors après, je ne sais pas, encore une fois, très difficile à mesurer. Mais on parle, en tout cas, quand on en avait parlé avec notre acteur, la BNP, c'est 30 à 35% du parc roulant qui serait exclu du premier critère, qui serait le critère 3. Alors, qui devait rentrer. Alors là, moi, je ne suis pas dans les textes, parce que ça, chaque fois, c'est repoussé. Donc, je ne sais toujours pas quand est-ce que vraiment ça va être appliqué à la lettre. Mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur la mobilité quand on vient des zones rurales vers les zones urbaines. Et il va bien falloir à un moment que ces gens-là aient des voitures qui répondent aux critères s'ils ne veulent pas payer. Alors, je n'ai pas le montant, mais je crois que c'est 45 €, je crois, à chaque fois, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est très important. D'amende. Merci, Pierre. Jérôme, après le patient anglais, le valet anglais avec Nave. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais me présenter brièvement et un peu différemment par rapport à l'entreprise, effectivement, Nave. Alors, je m'appelle Jérôme, j'ai 48 ans. J'habite dans une petite ville de province. Je travaille à Paris et ça fait 4 ans que j'ai abandonné l'idée de posséder ou de détenir l'usage d'une voiture particulière, personnelle. Alors l'objectif n'est pas d'animer une réunion des addicts anonymes et repentis, mais l'objectif est vraiment de partager ces idées autour des problématiques de disponibilité des matières premières et autour de l'usage que l'on a de biens manufacturés dont l'empreinte écologique est certaine et pour lesquels, pour un certain nombre d'entre eux et pour un certain nombre d'entre nous, nous avons un usage très parcellaire et très fractionné. On va prendre quelques chiffres, là aussi statistiques, de l'INSERM, par exemple, qui nous disent qu'une voiture particulière est utilisée en moyenne 7% du temps. Le reste du temps, elle est sur un parking ou dans un garage. Qu'un vélo, c'est encore moins de 5% de son temps de vie possible, ce véhicule est utilisé. Et c'est bel et bien ça dont on doit parler un peu aujourd'hui quand même. C'est notre addiction à la détention exclusive, à l'usage exclusif de biens qui ont une empreinte énergétique certaine lors de leur production. Alors l'objectif n'est pas là non plus d'aller se faire l'apôtre de la décroissance, absolument pas. L'objectif est de se dire, nous avons certainement moyen aujourd'hui, grâce à la technologie, et grâce aux efforts technologiques qui sont faits par les industriels, notamment sur la connectivité de leurs produits, sur les consommations énergétiques, de pouvoir peser favorablement sur l'environnement et sur l'empreinte énergétique de nos mobilités, qui sont effectivement un droit fondamental acquis de très longue date. On doit avoir moyen, en raisonnant intelligemment et en mélangeant à la fois des changements de conviction, des changements de comportement relatifs à la détention et la technologie, peser favorablement sur ces enjeux. Alors,
On se parle de rentrer, là, on le voit, hein, les décisions de nos gouvernements sont globalement déjà prises. On le voit au travers des pénalisations qui sont faites, des restrictions liées à la circulation, des augmentations des tarifs de stationnement. On voit également, on en parlait tout à l'heure, la pression sociale qui monte fort, pilotée par des ONG en charge de la bonne santé de notre planète, et à juste titre. On le voit également avec les nouvelles générations qui ont des attentes différentes vis-à-vis de notre responsabilité liée à l'environnement et à la pollution. Donc on a matière, et c'est l'objectif et les convictions de Nave, on a matière à aujourd'hui, puisque la technologie le permet, on va de moins en moins souvent utiliser, et là ce sont des chiffres également qui sortent, dans des études assez récentes, on va de moins en moins utiliser en réalité les biens dont on a la possession. Pour des raisons simples, on se parle de télétravail, on se parle de télémédecine, on se parle de téléenseignement. Et au fur et à mesure, nous allons avoir un usage encore plus, comment dirais-je, rare des biens qui sont aujourd'hui fabriqués et stockés à nos domiciles. Tout ceci va, je pense, encore s'accélérer parce que la technologie avance et que le métaverse, on parle de 2035, hein, le métaverse ou d'autres technologies très immersives vont nous permettre encore dans 10 ans, dans 12 ans, dans 20 ans d'avoir la capacité de réalisation d'actes impossibles auparavant sans avoir à se déplacer. Il y a déjà effectivement dans le web 2.0 la capacité de faire ses courses en online et de se faire livrer, mais demain on ira dans le magasin directement sans avoir à se déplacer. Toutes ces technologies vont peser favorablement, puisqu'il faut toujours voir les choses d'un côté positif, vont pouvoir peser favorablement sur le fait que détenir son propre véhicule ne fera plus beaucoup de sens, si ce n'est pour la passion ou dans des cas très particuliers. On ne va pas demander à une infirmière libérale, effectivement, de traiter ses patients par le métaverse. Ça n'a pas de sens. Les gens qui ont un usage intensif de leur véhicule continueront à avoir leur véhicule à disposition. Par contre, pour tous les autres, il y a un vrai bonheur à insuffler sur le fait qu'il peut être plus intéressant de disposer d'autant de véhicules et du véhicule que l'on souhaite quand on en a besoin, ou quand on souhaite se déplacer tout simplement. Et alors Knive, donc tu réponds à ces solutions, ces problématiques-là en tout cas, Jérôme ? Oui, alors, on a eu la chance de pouvoir collaborer avec Honda très très tôt dans l'histoire de Nave. Hein. Nave, ça reste une boîte qui n'a que 3 ans. Et je remercie encore Monsieur De Culto, ici présent au premier rang, de nous avoir donné notre chance, perpétuée par Monsieur Guignot. Mais Nave, c'est effectivement quoi ? C'est originellement une solution tout inclus, qui est dédiée, qui donne la possibilité à n'importe quelle entité, publique ou privée, de mettre à disposition de sa clientèle ou de son visitorat captif. Si on parle de communes, on va parler d'administrés. Si on parle d'entreprises, on va parler de salariés. Si on parle d'hôtels, on va parler de clients. On va leur mettre à disposition une solution complète qui va comprendre le financement des véhicules, l'assurance des biens et des personnes, et les applications mobiles pour gérer le parc, mais aussi pour gérer les réservations clients. Et puis, on va assurer également tout le service client et toute la maintenance, tout le programme de maintenance et d'entretien et de réparation des véhicules. Les faits sont réels. Alors, nous avons la chance de faire ce programme de mobilité pour Honda. On a aussi la chance de discuter avec des pouvoirs publics. Et notamment, on était la semaine dernière avec mon associé Edouard, que je ne vois pas, mais qui est ici, cofondateur de l'entreprise avec moi. On a eu la chance de rencontrer la sénatrice de la Nièvre. Et Dieu sait que la Nièvre n'est pas la région de France la plus surpeuplée ou la plus ultra-urbanisée. Et en réalité, les solutions de mobilité sont également très très demandées en province, et peut-être même plus en province que dans les capitales ou dans les grandes métropoles, parce qu'ils ne sont pas adressés par les grands groupes américains ou que sais-je, aptes à mettre à disposition des trottinettes, des vélos. Et Jérôme, tu proposes quoi concrètement à des entreprises qui sont là ? Qu'est-ce que tu peux leur proposer ? Ce que je peux leur proposer, c'est de rentrer avec nous dans ce monde merveilleux de l'usage partagé, qui consiste à mettre sur la route des véhicules toujours plus innovants, des solutions de mobilité toujours plus performantes,
toujours plus green, parce que c'est aussi l'avantage. Et qui paye alors? C'est le salarié ou c'est l'entreprise? Alors, les deux versions sont possibles. Toutes les versions sont possibles, que ce soit gratuit ou payant, que ce soit indexé sur le coefficient familial si besoin dans le cadre d'une communauté de communes. C'est exactement ce que nous faisons. Typiquement dans la Nièvre, on apporte sur des points multiservices. On parlait tout à l'heure d'hybridation des commerces. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la campagne. Un hameau ou un petit village de moins de 1000 habitants, il ne reste plus qu'un seul commerçant au centre-ville. Le café. Le café, qui fait tabac, qui fait poste, qui fait gestion des documents administratifs, qui fait lieu de qui fait également alimentation, et qui reste le cœur de vie, et pour lesquels les communes ont un besoin fondamental de continuer à les faire vivre et à les nourrir. On leur apporte en plus une solution complète avec des véhicules Honda, avec des trottinettes Quill, avec des vélos Gitane qu'on met à disposition, qu'on dimensionne par rapport à leurs besoins de mobilité au sein de la commune, et qui sont tout simplement administrés au même endroit, au sein de cette alimentation multifonction, et pour mettre à disposition des biens de mobilité green, modernes, confortables et de qualité auprès de l'ensemble des résidents qui sont aujourd'hui exclus de tous les autres dispositifs. Et tu gères l'entretien, la maintenance, tout ça parce que on le gère avec des partenaires locaux. Le vrai sujet de fond et les opportunités de fond aujourd'hui sur la mobilité, c'est que la mobilité est avant tout un sujet local. Créateur de revenus nouveaux locaux, non délocalisables, et c'est créateur de liens sociaux. Quoi de plus sociabilisant que le partage? Alors ça va demander il y a des enjeux énormes, y compris des enjeux en relation avec les usagers et les consommateurs. Il va falloir qu'ils adoptent de nouveaux comportements, parfois, un peu plus, comment dirais-je, altruistes, qui permettent aussi de transmettre un bien utilisé précédemment à quelqu'un qui va l'utiliser derrière, qui va l'utiliser en suivant. C'est pas gagné, ça, hein? C'est une gageure, mais on se parle de 2035. Beaucoup de choses ont encore le temps d'être faites. Question extrêmement intéressante parce que y a de nombreuses projections sur la question que vous venez de poser. Allez, à 2035, on va rester avec le sujet. On estime sur le marché européen, on va dire, allez, la part des véhicules 100% électriques qui rouleraient en Europe aux alentours des 25-30%, à peu près en 2035. En 2035. Hein. Pourquoi? Parce que jusqu'au 31 décembre 2034, ça ne vous a pas échappé qu'on pouvait encore vendre des véhicules thermiques. Quand on dit thermique, ça peut être aussi des technologies hybrides, c'est-à-dire un moteur électrique avec un moteur thermique pour générer du courant. Donc ça, c'est pour pouvoir répondre à la première partie de votre question, sachant que ce sont que des projections et que la Communauté européenne, quand elle a voté ce texte, c'est réserver des points de passage. On parlait tout à l'heure d'infrastructures, en se disant qu'il referait des points avant 2035 sur l'évolution et des infrastructures et de l'évolution aussi de l'offre. Pour reprendre aussi la deuxième partie de vos questions, donc, qui était sur la partie pourcentage, et vous m'avez demandé... la production d'électricité. La production d'électricité, voilà. Alors ça, c'est une excellente question aussi. Peut-être sur un marché européen éclaté avec des stratégies énergétiques différentes par pays. Alors peut-être après je laisserai Patrick peut-être plus d'informations, dernières informations, mais en tout cas pour la France, c'est dans le cœur de l'actualité du moment sur la réactivation des centrales et ainsi de suite, mais ça ne va pas se faire en claquant dans les doigts. Non, mais après il y a des statistiques qui disent que charger les véhicules électriques, il y a aussi une technologie, là je ne veux pas parler pour Honda, où on est en train de travailler sur des technologies où on redonne, c'est-à-dire le véhicule électrique, une fois au domicile, redonne du courant, c'est-à-dire une fois que vous avez fait votre déplacement, on a la capacité d'aller dans les deux sens, c'est-à-dire autant charger que redonner du courant à la maison, à l'habitat, pour faire marcher vos appareils. Donc ça, les constructeurs, je parle pour Honda, mais d'autres constructeurs sont sur cette techno aussi, on est dans la capacité de réutiliser les charges des véhicules qui roulent pour redonner du courant à la collectivité, que ce soit chez le particulier dans sa maison ou alors dans la rue si la voiture est stationnée, par exemple, dans une ville à Paris, ainsi de suite. Après, pour le coût de l'énergie, peut-être que Patrick voulait rajouter quelque chose. Il y a effectivement deux sujets. Il y a un sujet de coût et un sujet de disponibilité.
on n'arrive pas à réconcilier les trajectoires d'électrification des usages principaux, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le transport, dans le logement, mais c'est vrai également dans l'industrie, avec les capacités de production d'électricité dont nos pays, chacun avec sa stratégie, nos pays européens bien sûr, se dotent. On a tous en tête que si la décision était effectivement prise aujourd'hui, ça ne peut pas être le cas parce qu'on est encore sous le coup d'une loi, je le rappelle, qui prévoit la fermeture de 12 centrales nucléaires. Mais quand bien même la décision serait prise aujourd'hui d'effectivement lancer la construction, en tout cas d'un premier EPR, il ne serait dans le meilleur des cas en production que dans 15 ans. On va accélérer, je parle de la France, là, on va accélérer, c'est tant mieux, les délais d'instruction des projets en énergie renouvelable, singulièrement en photovoltaïque et en éolien offshore. Mais en l'état, en France, le temps, je dirais, d'accouchement d'un projet éolien, c'est de l'ordre de 10 ans. Et donc quand on met en parallèle la durée de mise en œuvre de ces capacités de production, la nécessité d'augmenter de 50% la production d'électricité pour faire face à l'électrification des usages, on n'arrive donc pas à réconcilier ces deux trajectoires en temps et en heure. Et c'est là qu'on peut avoir un doute qui est très malheureux d'ailleurs, sur la crédibilité d'un certain nombre d'objectifs et de décisions politiques. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à l'acceptabilité de ces mesures par les usagers d'une manière générale. Le verdissement, la décarbonation de notre économie va coûter cher. Et c'est particulièrement vrai pour l'énergie. Alors actuellement, on vit une situation très, très atypique, qui à certains égards est positive, puisqu'elle nous ouvre les yeux, pour ceux qui ne les avaient pas déjà ouverts, sur cette problématique énergétique. On s'est shooté au gaz naturel, au pétrole bon marché, en tout cas depuis 1974 ou 1979. Mais passé ce pic, et on pense nous qu'il se passera, on aura malgré tout tendanciellement une augmentation du prix de l'énergie. Et donc ça renvoie à ce sujet d'acceptabilité. C'est-à-dire que les mêmes, vous, moi, nos concitoyens qui de bonne foi et à corps et à cri aspirent à ce que nous décarbonions l'économie, le jour venu, quand il faut passer à la caisse, excusez-moi de l'expression, peuvent se rétracter, en tout cas ont du mal à gérer leurs contradictions. Le sujet des ZFE est extrêmement intéressant parce que les populations les plus sensibles à l'environnement sont les populations urbaines pour toutes les raisons qu'on peut comprendre. À part que le jour venu, quand les ZFE se mettent en place, les mêmes poussent des cris d'orfraie, et on peut le comprendre aussi, en disant mais moi je n'ai pas les moyens, je n'ai pas vu venir cette chose-là, et donc charge à nous d'imaginer des solutions qui soient, y compris sur le plan financier, y compris sur le plan du pouvoir d'achat, acceptables, dans une situation où ne serait-ce que les entreprises françaises vont devoir investir 35 à 40 milliards d'euros de plus par an pour tenir cette trajectoire de décarbonation. Cet argent ne sortira pas de nulle part. Il y a un risque majeur, je serais tenté de dire une nécessité, que le pouvoir d'achat des ménages baisse dans les prochaines années. Et donc quand vous avez un pouvoir d'achat qui baisse et des coûts d'utilisation, que ce soit de votre véhicule, si vous en avez toujours un, ou de votre logement qui augmente, il y a une équation qui est extrêmement complexe. Ça renvoie, pardon d'être un peu trivial, mais ça renvoie exactement à la situation des Gilets jaunes. C'est exactement ça. Et actuellement, on voit quand même un certain nombre de collectivités locales qui ont mis en place des ZFE rétro-pédalés sans jamais l'avouer. Mais c'est ni honteux ni glorieux. C'est un principe de réalité. Pardon de finir là-dessus. Vous allez avoir un autre sujet qui, socialement et politiquement, est une bombe. C'est l'obligation de rénovation thermique des logements. Vous avez 4 millions de logements qui, à un horizon assez rapproché, ne pourront plus ni être loués, ni être vendus. Et voilà, et donc on touche du doigt dans toute sa cruauté la difficulté de cette nécessaire transition énergétique, et qui va payer derrière. C'est des discussions enflammées que j'ai avec Jean Covici pour le Shift Project, voilà, mais ça ne sert à rien d'avoir des discussions enflammées, il faut aboutir à des solutions. Il faut quand même qu'on mette beaucoup de pédagogie, beaucoup de pragmatisme dans ces décisions, sans quoi on va obtenir un effet absolument paradoxal et définitivement ravageur, c'est-à-dire qu'on va braquer une bonne partie de la population, des populations, et singulièrement les populations modestes, contre la transition environnementale. Tu crois à 2035, Patrick? C'est jouable, 2035, ou c'est comme ça peut être 2042? Il y a un angle mort dans ce débat, en tout cas au niveau de l'Union européenne, mais c'est un peu vrai au Parlement français, c'est qu'on raisonne à technologie inchangée. Ouais.
Or, la technologie, et tant mieux, nous donne de bonnes surprises tous les jours. Alors c'est difficile effectivement pour un législateur ou pour un réglementeur de se projeter vers des solutions qui n'existent pas aujourd'hui. Mais elles existeront à un moment ou à un autre, et je pense que ça pourra nous donner un peu de souplesse, si je ne me trompe pas, y compris sur le moteur thermique. Il y a quelques recherches abouties dorénavant et qui donnent des émissions de CO2 absolument dérisoires. Est-ce que ça renvoie à ces... Il y a les carburants de synthèse, etc., etc. Donc voilà, il faut raison garder. C'est bien qu'on ait une stratégie, mais comme souvent dans nos pays européens, et singulièrement en France, on se donne des obligations de moyens, alors qu'en réalité, il faut se donner des obligations de résultats, avec le cas échéant des sanctions très dures pour qui n'atteindra pas le résultat. Vincent, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que, pour une ville comme Paris, ou même pour la Nièvre, chère au cœur de Jérôme, visiblement? Non, je rejoins ce qui a été dit. On raisonne à technologie inchangée. Je pense qu'il faut anticiper demain. On en a parlé tout à l'heure avec l'intelligence artificielle, choisir le bon mode de transport au bon moment. Et je pense qu'aussi, il y a beaucoup de startups qui y travaillent, d'entreprises, de PME, de grandes entreprises aussi. Et on trouvera demain des nouveaux modes de transport, une nouvelle énergie aussi peut-être. Pourquoi pas, le nucléaire est bien passé du militaire au civil à un moment donné. Qui l'aurait cru, par exemple, au 19e siècle. Oui. Jérôme, qu'est-ce qui se passe à la Bolle? D'abord, est-ce que tu croises Geoffroy en train de pédaler ou de courir? Assez rarement. Assez rarement, oui, c'est pour ça qu'il grossit. Assez rarement, mais c'est peut-être parce que je n'y vais pas moi-même que je ne peux pas l'y croiser. Ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as un avis sur les sujets? J'ai très clairement un avis sur les évolutions technologiques et cette remarque absolument fondamentale qui est que le législateur ne raisonne que sur de l'existant. Or, les choses vont très très vite, on s'en rend bien compte. 2 ans avant l'arrivée d'Internet, personne ne savait à quoi cela servirait et tout le monde pensait que ça ne marcherait jamais, comme certains le disaient. On voit aujourd'hui à quel point et à quelle vitesse ça a révolutionné nos vies. C'est vrai dans le domaine des paiements, c'est vrai dans le domaine de l'usage et des services divers et variés. On doit avoir confiance à la fois dans les générations qui viennent, à la fois dans les générations existantes pour continuer à inventer et à nous faire enchanter un monde meilleur, même si originellement ça choque ou ça peut, dans une certaine période, généralement d'une génération, voilà, ça nous confronte on est confronté à une obligation de changement. Ce changement, il est inéluctable, on doit y faire face. Il est lié au réchauffement climatique, il est lié à nos modes de consommation et de production. Pour autant, tout peut être encore mieux demain. C'est-à-dire, le sujet n'est pas c'était mieux avant. Est-ce qu'on va y perdre en liberté? C'est pas certain. Est-ce qu'on va y gagner en qualité de service? Ça serait une évolution. C'est fondamental. Et est-ce que tout le monde a y trouvé partie? Oui, à partir du moment où la planète va mieux, tout le monde va mieux, et y compris les industriels, sur qui la presse parfois tire à boulet rouge ou sur qui les ONG tirent à boulet rouge parce qu'ils seraient la source de pollution fondamentale. Mais la réalité de fond, c'est que ils ont, eux, inventé, ils nous ont, eux, offert la capacité à nous déplacer plus vite, plus loin, à nous rencontrer plus, à échanger plus, à évoluer intellectuellement. Et ils vont continuer à le faire. Et je n'ai aucun doute sur le fait que et la technologie sur l'énergie et la technologie sur les modes de transport et les évolutions des modes de consommation va permettre d'obtenir un résultat probant dès 2035. Merci pour vos questions. Et je suis ravi d'avoir cette question d'ailleurs, parce que ça tombe bien, chez Honda, on est, je pense, capable de répondre. Pourquoi? Parce qu'on est sur la 5e génération de piles à combustible. C'est-à-dire que Honda est à l'origine de la technologie hydrogène et il travaille depuis de nombreuses années. Alors, en fait, l'état de la technologie est très exactement aujourd'hui sur 2 points qui sont absolument majeurs. Premièrement, la technologie est maîtrisée, ça marche parfaitement au sens où on est capable de faire des véhicules qui roulent à l'hydrogène. Le premier point qui est fondamental, c'est le coût. Aujourd'hui, le coût de fabrication pour un industriel, c'est une technologie extrêmement complexe. En 2 mots, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais vous avez bien évidemment un réservoir qui, ce réservoir, présente des particularités de production, je dis bien de production, c'est-à-dire une capacité à tenir une pression
qui demande un processus industriel extrêmement coûteux. Donc là, on parle bien du réservoir qui va loger l'hydrogène et qui a besoin d'être sécurisé, c'est-à-dire ne pas accessoirement se fêler ou exploser ou ainsi de suite. Et donc ça, c'est une des premières variables déjà qui est extrêmement compliquée à maîtriser. Le deuxième, vous avez une pile à combustible. Alors, bonne nouvelle, elle s'est miniaturisée. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, chez Honda, en 5e génération, on arrive à avoir la FCX Clarity, qui est on va dire, une routière, c'est-à-dire une grosse berline dans laquelle on arrive à loger cette pile à combustible qui se trouve au centre du véhicule, généralement sous la coudoir centrale. Et après, bien sûr, vous avez un moteur électrique. La magie de cette technologie, c'est que vous mettez un verre à la sortie du pot. J'ai eu la chance de conduire un véhicule hydrogène chez Honda. Vous prenez un verre, vous allez à la sortie du pot d'échappement et vous avez de l'eau qui coule dans le verre que vous pouvez boire sans aucun problème. Donc c'est quand même effectivement le rêve, et surtout le rêve d'une mobilité avec une capacité de rouler avec un plein jusqu'à 1000 km. Donc ça aussi, c'est un autre rêve, parce que vous chargez en exactement 3 minutes, hein, parce que le temps de charge d'un véhicule hydrogène, c'est pas plus de 3 minutes. Et vous avez 1000 km d'autonomie sans aucune contrainte, parce que pour revenir à votre point, qui est l'automobile passion, le véhicule 100% électrifié amène plus de contraintes que de plaisir, aujourd'hui, en tout cas chez l'utilisateur. Et ça, c'est pas moi, constructeur, qui le dit, ce sont les clients, d'ailleurs, qui mettent, et je reviens sur mes statistiques de tout à l'heure, parce que ça va dans votre sens, c'est une étude Kantar, donc je les cite, c'est toujours eux qui ont fait ça à la sortie de l'été. L'acheteur véhicule neuf, hein, parce que véhicule d'occasion, c'est encore un autre profil, parce qu'il y a des profils d'usage là-dedans, mais sur le véhicule neuf, la première raison d'achat, c'est se faire plaisir, pour aller sur le deuxième point qui est la passion. Donc ça reste le premier moteur d'un acheteur véhicule neuf, c'est se faire plaisir. Le critère green, environnemental, arrive en 3e position. Donc aujourd'hui, l'acheteur moyen, encore une fois, français, il est aux alentours des 56 ans, VN, véhicule neuf. Et donc, pour aller après dans votre sens, ce qu'on essaie de faire chez Honda, c'est ce qu'on appelle, pour aller sur la passion, je pense qu'on est animé par une passion en tant que motoriste, aussi avec une ADN assez sportive. Hein. Je ne vais pas faire la promotion ici de la Formule 1, mais Max Verstappen, qui a gagné l'année dernière le championnat du monde de Formule 1 et qui brille encore cette année. En tant que motoriste, on essaye de donner du plaisir aux conducteurs. La nouvelle Civic, par exemple, en est l'illustration. On a une accélération sur cette voiture qui est absolument prodigieuse, alors que c'est un véhicule hybride. Vous avez plus de 180 chevaux sur un segment C. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nos clients, en tout cas en concession, quand ils viennent découvrir à l'essai, encore une fois, ces véhicules électrifiés, prennent du plaisir. Après, sur le véhicule 100% électrique, il y a du plaisir parce qu'un véhicule 100% électrique, vous le savez tous, a énormément de couples. Mais après, je vous dis, il y a énormément de contraintes. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut être honnête, dans l'électrification, en tout cas sur le 100% électrique, et ça, c'est les consommateurs qui parlent, ils sont plus dans la sanction, enfin, ils vivent ça en tout cas plus sur la sanction sur un long trajet que sur le plaisir. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, la grosse partie de nos ventes est sur l'hybride. Et on appelle ça l'hybride plaisir d'ailleurs chez Honda. Donc on pourrait d'ailleurs maintenant, je passerai dire hybride passion et donc répondre à votre deuxième question. Oui, est-ce que je peux ajouter un point? Je t'en prie, oui. Non, les moteurs hybrides... Tu roules en quoi toi d'ailleurs? Alors moi je roule en hybride. Ça me bouffe 450 kilos, la moitié de mon coffre, pour 80 ou 100 km d'autonomie, tout ça pour échapper à la TVTS. Bon. Et alors que je fais de l'autoroute, donc je suis essentiellement au moteur thermique et je consomme plus du fait que j'ai une voiture plus lourde. Donc, mais ça, c'est les biais fiscaux, on va dire. Non, ce que je voulais dire surtout, c'est que l'hydrogène, formidable. Ce matin même, j'ai roulé sur un vélo à hydrogène. J'étais épaté parce qu'on m'a toujours dit que ça s'adaptait plutôt à des véhicules lourds. Bien, mais la vraie question, c'est de savoir si c'est de l'hydrogène vert. Oui. C'est ça la seule vraie question. Parce que l'hydrogène, tout le monde sait produire de l'hydrogène à tire-larigot à partir d'hydrocarbures. Mais ça ne règle absolument pas la question. Et quand on va ArcelorMittal engager un programme d'1,7 milliard d'euros d'investissement pour transformer son process de production à Dunkerque et aller vers l'hydrogène en bonne part, ça va renchérir les coûts de production et l'État, donc le contribuable, donc nous-mêmes, mesdames et messieurs, paye un petit peu. Donc voilà, on retombe toujours sur ces sujets-là à la fois de technologie et de prix. Mais la solution de l'hydrogène vert, d'évidence, est la bonne, mais il faut qu'on atteigne... C'est peut-être un sujet de série, comme dans un prix de revient qui soit abordable. qui soit abordable. Ouais. Vincent, qu'est-ce que tu en penses de l'hydrogène?
Tu fais un peu comme Patrick, tu fais les deux, toi? Tu cumules? Oui, je dirais le véhicule hybride, pour l'instant, c'est la meilleure solution. Un véhicule hydrogène, je crois qu'il y en a un seul qui est vendu en France à l'heure actuelle public. C'est une autre entreprise japonaise. Il coûte plus de 80 000 €. Effectivement, bon, c'est ça. Hein. Bon, on va pas dire, on va dire juste le modèle et pas la marque, c'est le modèle Mirai. Il y a un problème de pompe. Tout à l'heure, on parlait des pompes, des recharges électriques. Il y a très très peu de pompes à hydrogène. Alors nous, on a la chance d'avoir une pompe hydrogène à taxi dans le 8e Alma Marceau qui fonctionne pour une première expérimentation, mais ça va mettre des années. Oui, tout d'abord, un grand merci d'avoir pu initier ce débat et cette question. Merci aussi à vos questions et à votre participation. Non, moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est avec quel, finalement, débat animé on peut répondre à cet enjeu qui est tout à fait central, parce que quand on parle de mobilité, on parle réellement de notre liberté, et Dieu sait que nos libertés sont importantes et sont chères, et pas forcément d'ailleurs... on va dire, traiter de la même manière si on raisonne au niveau un peu macro, au niveau mondial. Merci à Patrick d'ailleurs, parce qu'en parlant de macro, l'éclairage est quand même extrêmement intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut parler d'un sujet de mobilité, mais on arrive tout de suite à des enjeux de société, et ces enjeux-là sont absolument centraux, et parce que finalement, ils font basculer des peuples, je ne veux pas faire de politique ce soir, mais dans des décisions qui peuvent parfois être radicales. Et il faut avoir en tête le fait que le progrès humain, et je rejoins ce qui a été dit ce soir, cette recherche finalement qu'on a toujours tous à vouloir faire mieux, en fait synthétise aussi un peu l'approche et l'ADN, pour revenir à Honda, qu'on essaye de développer au quotidien, en tout cas dans le développement des technologies. On est une boîte d'ingénieurs, on n'est pas vraiment, je ne me considère pas travailler dans une boîte commerciale, mais plutôt d'ingénieurs au service de la mobilité en ce qui concerne, l'occurrence, la voiture. Et c'est assez passionnant de voir finalement que dans les contraintes qu'on amène au travers de tous ces débats qui peuvent être des débats qui sont politiques, d'environnement, de contraintes légales, ou alors aussi environnementales, ou aussi sociétales, et bien finalement on arrive toujours à trouver des solutions. Et je trouve que finalement la conclusion de ce soir, c'est qu'il n'y a que dans le dialogue et l'échange, j'ai bien aimé ce qu'a dit Jérôme, dans cette finalement mobilité partagée qui ramène du lien social, et que la mobilité elle est finalement très locale et régionale. Moi j'ai beaucoup aimé ce soir ramener en fait cette mobilité à la région et au local, parce qu'on a toujours parlé de globalisation, d'économie mondiale et tout ça. Alors c'est vrai que l'économie mondiale, on nous en met une tartine dans la presse, parce qu'aujourd'hui elle nous claque un peu devant les yeux, et je suis bien placé pour en parler, parce que quand on parle d'économie mondiale, on parle des pays asiatiques qui ont une prédominance absolument totale, ça on n'en a pas parlé ce soir, mais sur la production en tout genre, et finalement de revenir à cette dimension très locale, régionale, et de se dire que le bien fabriqué est là aussi pour être partagé. C'est finalement, si c'est ça les 20-30 prochaines années pour faire du bien à la planète, si c'est le partage et le lien social, j'ai envie de dire, le programme me paraît plutôt sympathique, surtout si les gens avec qui on partage sont sympathiques.